Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité à 8h18 avec Raphaël Legendre, c'est Christina Peïkouti, économiste chez Natixis. Bonjour, vous êtes autrice de plusieurs ouvrages sur l'économie, dans le tout dernier Histoire monétaire et économique de la France de 44 à nos jours. C'est sorti le 2 octobre chez Erol. On vous parlait de la France et de son histoire. Ce qu'on en retient, c'est qu'elle a été toujours une cigale et particulièrement anticapitaliste, qu'elle a été convertie au capitalisme par l'euro. C'est pas dans notre culture, le capitalisme. Je pense que le capitalisme est dans notre culture, mais après, au niveau des hommes politiques, peut-être qu'il y a eu une tentation au dirigisme, mais je pense qu'on est vraiment, le peuple français est pour l'économie de marché, pour la concurrence, à cette culture. Encore faut-il qu'il puisse la pratiquer au quotidien. Le côté cigale, je ne sais pas, parce que quand même, il est vrai, on parle tout le temps des 30 glorieuses, mais les 30 glorieuses n'auraient pas pu durer 30 ans sans les efforts soutenus des Français. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts derrière. Après, on peut mieux faire, on peut avoir des meilleures politiques économiques. Par exemple, on peut voir que lors de la présidence Pompidou, quand on a le bon cap, quand on investit dans les technologies de demain, tout marche. La France arrive à être le numéro 3 en termes de productivité, en termes de croissance économique, elle est la première en Europe. Donc il faut donner le cap et après les Français et Françaises réussissent très bien. Et en quoi vous dites effectivement que c'est l'euro finalement et la construction européenne qui ont ouvert le pays? Alors on pense à Schengen bien sûr, mais qu'est-ce que ça a apporté par rapport à cette culture dirigiste et très étatiste en France? En fait, cette culture dirigiste qui était celle des rois et qui est revenue après avec républicaine. Et qui est revenue avec la première et la deuxième guerre mondiale, a été obligée s'est écroulée petit à petit parce que la France a dû s'ouvrir sur l'Europe, c'est-à-dire qu'en s'ouvrant, il y a eu plus de concurrence et donc plus de chances pour les petits entrepreneurs d'émerger, plus de clients parce que l'Europe c'est aussi un marché beaucoup plus vaste. Par exemple, il y a eu le contrôle des prix à partir de 45. On a dû en 1986 renoncer au contrôle des prix, ce n'était plus possible. Du fait de la construction européenne. Parce que c'est la période de la mondialisation aussi, toute cette époque-là. C'est-à-dire que le monde entier s'ouvrait aux échanges internationaux, peut-être au-delà de l'Europe. Tout à fait, mais on a commencé par l'Europe et après on est allé plus loin et c'est ce qui fait que notre niveau de vie a globalement beaucoup augmenté. Sur la question justement de ces échanges internationaux, là dans l'actualité, il y a quelques minutes, la Chine annonce qu'elle va mettre des droits de douane sur les spiritueux européens. C'est une mesure de rétorsion après la décision de l'Europe de taxer les véhicules électriques chinois. Est-ce que vous, quand vous regardez l'histoire, vous avez l'impression que le monde s'ouvre ou vous avez l'impression que le monde se referme? Moi, le constat est que le monde s'ouvre, il s'est énormément ouvert et par contre, c'est une lutte au quotidien contre le protectionnisme qui nous guette au coin de la rue. Donc, il faut qu'on continue à s'ouvrir parce que si nous, on met des barrières, les autres en mettent aussi et on est tous perdants. Dans mon livre, justement, je parle de Jean Monnet qui est né dans la ville de Cognac, qui n'a pas obtenu son baccalauréat, mais qui est parti en fait très tôt, à 16 ans, au Canada et aux États-Unis pour vendre son cognac. Il y est resté jusqu'à la fin de sa quarantaine. C'est comme ça qu'il a rencontré tout l'establishment américain, qu'il a réussi à négocier le plan Marshall et que la France a pu bénéficier de 20% du plan Marshall. Donc il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre de ce type. Donc on a un entrepreneur justement qui part à l'étranger, un Français qui part conquérir le monde et qui arrive et qui après il se met au service de la France et il fait réussir la France et l'Europe. Et donc je pense que c'est un peu ce qui nous manque. Il nous faut vraiment des entrepreneurs partout. C'est par exemple au niveau du plan, quand il a fait la commission pour faire le plan pour la France, il a dit je ne veux pas des hauts fonctionnaires, je veux vraiment des entrepreneurs parce que les hauts fonctionnaires ils ont toutes les qualités sauf l'esprit d'entreprendre. Ou par exemple si je reviens à Pompidou parce que en fait les 50 ans cette année depuis son décès, depuis
depuis la fin de sa présidence, lui, il a fait la même chose. Quand il crée Airbus, il va prendre un entrepreneur, il va prendre Jean-Luc Lagardère, il va le mettre à la tête. Mais c'est ce qui nous manque du coup aujourd'hui quand vous voyez la constitution du gouvernement, quand vous voyez qu'on réfléchit à des plans de réduction des dépenses, à des hausses d'impôts. Vous dites il nous manque des entrepreneurs à la tête du pays? En fait, ce qu'il nous manque, c'est vraiment des projets entrepreneuriaux. Il y en a, comme il y a eu par exemple le projet d'Airbus. Et il faudrait que l'État donne les fonds pour soutenir ces projets, pour qu'on puisse, comme on l'a fait sous la présidence Pompidou, donc l'État français avec l'État allemand, ils ont eu la force de frappe pour lancer la A380 qui par la suite a conquis des parts de marché face aux Américains. Mmh. Et ce même Pompidou, il a vraiment fait copain avec les Américains, avec Nixon, pour franciser leur licence pour les centrales nucléaires, le Westinghouse. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé de la technologie des plus grandes réussites industrielles américaines pour aller plus loin avec la France. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on parte de l'existant pour réinventer l'industrie de demain. On a assez capitalisé sur la révolution industrielle. Maintenant, il faut aller vers l'industrie, tout ce qui est industrie verte. Quoi. Christina Pecutti, je voudrais qu'on revienne un peu sur les questions budgétaires qui nous animent beaucoup en cette rentrée. Le budget sera présenté jeudi en Conseil des ministres. Et vous citez une phrase de De Gaulle que j'ai trouvée formidable, que je ne connaissais pas, qui date de 1963. Tout le monde doit s'apercevoir qu'un jour, il faut payer. C'est exactement 60 ans plus tard, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France là. Ça veut dire que la culture n'a jamais changé en France finalement, qu'on a toujours un peu vécu au-dessus de nos moyens? Après, c'est Talleyrand qui dit qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions à tous les soucis. Et c'est un peu nous, on a des soucis à ce niveau-là, mais il faut juste se donner les moyens pour réussir. C'est Talleyrand aussi qui dit que l'essentiel n'est pas de dépenser peu, mais de gagner beaucoup. Donc encore une fois, par l'innovation, on peut réussir parce qu'on a tout à fait les compétences. C'est un ancrage culturel très ancien. Oui, c'est un ancrage ancien. Enfin, c'est De Gaulle aussi qui dit qu'il est fâcheux de légaliser tout supplément de déficit. Et c'est vrai qu'on y est en ce moment, qu'on dépense. Après, il faut voir pourquoi on dépense. Est-ce qu'on dépense pour créer, je ne sais pas, la voiture hydrogène de demain? Et oui, pour investir ou pour financer les dépenses courantes. Pour financer les dépenses courantes. Donc la question, elle est là. Donc il s'agit juste d'un repositionnement. J'ajoute qu'il y a eu une sanction avant, quand on dépensait trop et qu'on n'avait plus assez de recettes, on dévaluait. Cette sanction, elle a disparu avec la mise en place de l'euro. Donc la conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de dettes? En fait, on n'a plus ce moyen-là, mais on a quand même la grande chance. Enfin, la politique monétaire est une vraie réussite parce que on a eu effectivement un choc inflationniste parce que toute guerre est inflationniste. On a eu une guerre à nos portes et puis pareil pour la pandémie avec le confinement, on a eu donc deux chocs externes, deux crises externes énormes. Mais la politique monétaire est une réussite. L'euro est stable et ça nous aide énormément dans nos échanges internationaux, dans tout ce qu'on fait. Maintenant, il faut juste qu'on réussisse la politique budgétaire parce que la politique monétaire ne peut pas s'occuper de tout. C'est Jean-Claude Trichet qui disait we can't be the only player in the room, on ne peut pas tout faire. Et Jacques Delors notamment pensait que la politique budgétaire européenne se mettrait en place un peu toute seule après la politique monétaire commune. C'est raté. Jamais arrivé. C'est un vrai problème, ça, en Europe, aujourd'hui. Encore hier, le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a dit « Attention, les Français, on ne joue pas avec la dette ». On peut voir que ça se met en place petit à petit, dans le sens où les pays méditerranéens ont fait des progrès énormes. L'Irlande aussi, tout le monde commence à rééquilibrer. Sauf la France. Voilà, sauf la France, mais on va y arriver. On est un très grand peuple, on a toujours réussi dans le passé. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas de nouveau. Il faut juste la bonne stratégie pour y arriver. Mais on a l'impression que l'inflation fait dérailler les politiques. À partir du moment où les prix commencent un peu à s'emballer, ils perdent le curseur et que là, tout d'un coup, on n'a plus d'autre solution que de diriger, que de contrôler.
Alors que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, parce que dès qu'on commence à diriger, c'est là que l'inflation apparaît. C'est pour ça que les 30 glorieuses qui ont été extraordinaires, du fait du dirigisme, ont connu une inflation très très forte. Et il faut laisser le marché se rééquilibrer pour que l'inflation rentre dans le tube de dentifrice, comme on dit. Il faut du temps, mais cela arrive. Donc il faut justement pas contrôler, justement pas avoir de réflexes protectionnistes. C'est sûr que ça a été déstabilisant parce que ça faisait un moment qu'on n'a pas eu d'inflation. Typiquement notre génération, on n'a jamais vu ça, donc on a perdu pied. Mais après ça s'expliquait, c'est-à-dire c'était deux chocs externes majeurs. Forcément, si vous confinez toute la France, ça n'a jamais été fait dans son histoire. Même quand il y a eu la peste bubonique ou la lèpre ou autre, ça a un impact. C'est la dernière partie de votre ouvrage, la partie 3, la résurrection du dirigisme inflationniste. On l'a plutôt bien géré. Là, on voit qu'on en sort. Inflation du mois de septembre, 1,2%. La BCE a fait le job. Tout cela a été bien géré maintenant. Ce dirigisme inflationniste, on sait le maîtriser? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas eu de protectionnisme. Il n'y a pas eu on est resté vraiment une économie ouverte. C'est ce qui fait que tout s'est équilibré, naturellement. C'est sûr que pendant le confinement, il y a eu de l'argent, des injections d'argent, alors qu'il n'y avait pas d'activité en face. Donc ça a été artificiel. Donc il y a eu de l'inflation. Après, avec une inflation, une hausse des prix ponctuelle, quoi. C'est pas vraiment une inflation. Après, il y a eu la guerre en Ukraine qui a été pareil, un choc énergétique, donc de nouveau inflationnisme. Et comme on peut voir, on sort, tout se rééquilibre, la politique monétaire se rééquilibre et ce sera pareil pour la politique budgétaire. Mais l'essentiel quand même reste de gagner plus, de se donner les moyens de gagner plus, d'être beaucoup plus innovant et de ne pas oublier que l'innovation vient des petites entreprises. Merci beaucoup Christina Peïkouti d'être venue ce matin. Je rappelle votre livre, Histoire monétaire et économique de la France. C'est aux éditions Erol.